civilisation industrielle est apparue sur Terre peu après la bataille de Waterloo et après la défaite de l'empereur Napoléon Ier en 1815. Après cet épisode historique qui marqua la fin de la suprématie de la France sur l'Europe et sur le monde, c'est l'Angleterre qui s'affirma alors en tant que leader de la multitude humaine répartie aux quatre coins du globe terrestre. Mais cette domination nouvelle était assise sur une autre force que la remarquable puissance militaire qui avait fait la gloire, mais qui n'avait pu éviter la déchéance de l'aventurier corse. Cette autre et nouvelle force de pouvoir, c'était le charbon, qui, extrait en quantité, véhiculé par voie fluviale et utilisé comme source d'énergie et de fusion dans les manufactures naissantes, permit d'amorcer le développement industriel et la formidable croissance économique des temps modernes. À peine 100 ans plus tard, le pétrole jaillissait aux États-Unis et allait supplanter le combustible solide, le charbon, de par sa puissance calorifique et sa facilité d'utilisation, donnant du même coup à l'Amérique le premier rôle sur la planète et installant une civilisation avancée et opulente dans un périmètre toutefois restreint au départ d'une quinzaine de pays favorisés. L'exploitation intensive de ces ressources fossiles, charbon, pétrole puis gaz, fut associée à celle des ressources minérales, fer, cuivre, aluminium, etc. Pour développer une activité métallurgique importante et une production de multiples biens matériels trouvant une application dans tous les domaines de la vie courante. Mais cette civilisation industrielle, devenue aujourd'hui mondiale, cette civilisation industrielle, elle va rapidement être confrontée à un problème vital. Parce que les ressources naturelles finies, qui conditionnent son existence même, c'est-à-dire énergie et minerais, sont déjà en voie d'épuisement après moins de 200 ans d'extraction et d'utilisation intensive. C'est ainsi que le sol, qui a été délesté en une durée éclair de l'intégralité des trésors, de ces trésors, que la nature avait lentement et patiemment constitués pendant des centaines de millions d'années, eh bien, la disette énergétique et minérale va bientôt s'installer inéluctablement dans le quotidien de l'espèce humaine. Dans le même temps que les innombrables projets alternatifs de toute nature vont démontrer leurs limites, leurs échecs ou leur caractère chimérique. En relation avec ce pronostic de décroissance inéluctable, une question afférente pourrait être formulée ainsi. Cette question, c'est celle-ci. La croissance aurait-elle pu ne pas survenir? Question qui sous-tend elle-même deux explications sensiblement distinctes de la genèse de la croissance, l'une présupposant une volonté délibérée de l'espèce humaine ou d'un groupe restreint, et l'autre se fondant plutôt sur l'idée d'un déterminisme historique, voire d'une hétéronomie de la trajectoire croissanciste humaine. Cette notion d'hétéronomie, qui va devenir centrale tout au long du siècle en cours, le XXIe, se doit d'être précisée. L'hétéronomie, qu'est-ce que c'est? L'hétéronomie, c'est le fait de vivre selon des règles qui sont imposées, selon une loi subie. Disons pour faire simple que l'hétéronomie, c'est l'inverse de l'autonomie, autonomie qui est le fait de vivre et d'interagir avec le reste du monde selon sa nature propre et sa volonté particulière. Chez l'être humain, l'hétéronomie représente l'impossibilité concrète à se donner ses propres lois et à se régir d'après elles.
A contrario, l'autonomie, c'est la faculté de vivre et d'agir selon ses propres forces, sa motivation et sa morale particulière. Si la plupart des historiens actuels jugent que la genèse de la croissance relève bien de l'autonomie humaine, c'est-à-dire d'une volonté délibérée de l'espèce tout entière, ou de l'influence d'un groupe restreint, ce qui revient au même pour la question qui nous occupe, eh bien, leur point de vue risque de n'être plus le même dans les années à venir, car les conditions ont radicalement changé entre la période d'avant 1850 et celle qui va conduire d'aujourd'hui à 2100. En effet, avant 1850, date conventionnelle de début de la société industrielle croissanciste, la nature, et plus particulièrement l'écorce terrestre, la nature disposait d'un stock de ressources naturelles finies pouvant être utilisées par qui, espèce vivante ou autre, par qui aurait décidé de le faire. De ce point de vue, l'homme jouissait d'une autonomie totale concernant l'exercice de sa volonté de prédation sur ses ressources. Or, si l'on considère que la prédation des ressources naturelles finies fut la condition sine qua non de la croissance, il en résulte tout naturellement que l'entrée en croissance de l'Homo sapiens relève bien d'une démarche autonome et volontariste. Il n'en va pas de même aujourd'hui, naturellement, puisque la raréfaction physique de ces ressources s'impose à nous, va très rapidement s'imposer à nous, et que nous ne pourrons bientôt plus les utiliser du tout. Voilà pour une première hétéronomie. De plus, nous avons appris du deuxième principe de la thermodynamique, que toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. Ce qui signifie qu'il existe une limite scientifiquement infranchissable à la domestication de la nature. Voici pour la deuxième hétéronomie. Alors, d'aucuns pourraient cependant objecter que les homo industrialis, qui ont fait la société industrielle, avaient eux aussi, et en leur temps, connaissance de la loi de l'entropie. C'est vrai? Mais il n'en est pas moins avéré qu'ils ont préféré ne pas en tenir compte, voire de l'ignorer tout simplement, sans doute parce que cette loi présentait un caractère anthropomorphique qui les dépassait. C'est ainsi qu'agissant dans l'ignorance, ils pensaient gagner en autonomie, tels des contrebandiers défiant les lois frontalières, mais nécessairement rattrapés un jour par la loi souveraine. Dès lors, les réponses aux deux variantes de la question posée deviennent évidentes. Oui, la croissance aurait pu être évitée, car elle ne s'est installée que par la volonté de l'homme. Oui, la croissance aurait pu ne pas survenir. Non, elle n'est pas le fruit du hasard historique. Alors, je ne me livrerai pas ici à l'énumération et à l'analyse des différents mobiles et moteurs qui ont conduit à l'entrée en croissance de l'Homo sapiens et qui ont conduit à sa transformation en éphémère Homo industrialis. Ceci pourrait d'ailleurs constituer l'objet d'un mémoire à part entière, mais je me contenterai d'observer que tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le fait historique qu'il y a eu apparition d'un fort courant de pensée vers la fin du Moyen-Âge, ayant conduit à l'émergence puis à l'hégémonie politique de la caste des marchands. Ce courant s'est progressivement donné les moyens de briser le carcan monarchique afin de mettre en place ce qu'on peut appeler une architecture juridique complexe qui permettra l'exercice d'un mode de faire-valoir économique nouveau,
fondé sur la prédation illimitée des ressources naturelles finies de la planète. Et ce système, eh bien, il fut appelé notamment capitalisme, mais son appellation plus adéquate semble aujourd'hui devoir être tout simplement le croissancisme. Eh bien, ce croissancisme, il touche aujourd'hui à sa fin, car la marge de manœuvre de l'homo industrialis s'est considérablement amenuisée, et cette marge de manœuvre s'approche même dangereusement du zéro absolu. En d'autres termes, l'autonomie est en train de disparaître, tel un rêve évanoui, pour faire place à une nouvelle réalité, celle de l'hétéronomie. Cette hétéronomie qui va devenir dominante impactera notamment l'écologie, écologie prise au sens de l'observation des lieux et conditions d'existence des êtres vivants et des rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Et son application, la plus implacable, sera observée dans le domaine de l'agriculture. Domaine fondamental s'il en est, puisqu'il régule le besoin numéro 1 de l'espèce humaine, l'alimentation. Si l'on considère que l'hétéronomie, c'est le fait de recevoir de l'extérieur les règles qui régissent notre comportement, et que, à l'inverse, l'autonomie, c'est le fait de fonder son comportement sur des règles librement choisies, eh bien la mise en place de l'agriculture industrielle à partir du début du XXe siècle fut l'illustration la plus éclatante de cette faculté d'autonomie de l'homo industrialis. Et la première prise de conscience de cette hétéronomie radicale se déroulera précisément dans le cadre de l'agriculture, lorsque l'homo industrialis se rendra compte à son corps défendant que l'agriculture future devra se passer de pétrole et devra se passer de métal. Cette agriculture hétéronome ne pourra plus s'exprimer à travers des artefacts, à travers diverses manifestations mises en œuvre par la volonté de l'homme, mais à travers des phénomènes uniquement réglementés par les contraintes naturelles, dont notamment le cycle de l'eau et du carbone. Nous en parlerons plus en détail dans le chapitre 5, consacré à la fin de la sécurité alimentaire. Pour l'instant, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, pronostic numéro 2, qui constitue d'ailleurs une conséquence directe de l'avènement de l'hétéronomie, la fin de l'illusion de la décroissance volontaire. Je vous remercie et à bientôt.